bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Donc effectivement, alors, attends, comment je passe du coup? Tac, tac. Le thème de ce matin, donc la facturation électronique. Vous allez voir que c'est un sujet encore mouvant, dans le sens où tous les textes ne sont pas encore clairement arrêtés. Donc ce qu'on va dire aujourd'hui, ça sera vrai, mais ça sera incomplet par rapport à ce qu'il pourrait y avoir encore dans 3 mois, dans 6 mois. Pour autant, il y a quand même déjà des avancées et des sujets à prendre en considération dès aujourd'hui, dans le sens où vous allez voir, le calendrier est quand même échelonné dans le temps, mais les premières étapes peuvent aller assez rapidement. Donc, moi, je suis Vincent Giraud, je suis donc associé dans un cabinet qui s'appelle PKF Arcilon. Alors, on est membre du réseau PKF International, 224 cabinets en tout, 480 bureaux dans le monde. Si on se concentre plus sur la France, nous sommes 600, un peu moins de 700 personnes, 64 associés et 26 bureaux, avec, vous le voyez, une forte concentration dans le sud, puisque dans le sud, on est principalement à Nice. En tout cas, moi je suis principalement à Nice, où on est une petite centaine sur le plateau de Nice, avenue Simone Veil. On a un plateau à Sofia, et puis après c'est surtout Marseille et Montpellier et Aix. Ce qu'on fait dans le cabinet, on va dire que c'est tous les métiers qui tournent autour de l'information financière. Donc, ça va de l'expertise comptable au sens traditionnel. Et on s'oriente bien sûr plus sur le conseil aux dirigeants et puis conseil à la direction financière. Donc tout ce qui est pilotage de la performance, audit, etc. Avec ce qu'on a toujours privilégié au sein du cabinet, ce sont des expertises sectorielles. Donc certains sont plutôt orientés associations, sociales, médico-sociales, techno, immobilier, etc. L'idée étant que voilà, quand on a un client dans un secteur d'activité, il a un interlocuteur plutôt spécialisé. Donc, la présentation étant faite, on va se focaliser sur la facture électronique, avec d'abord pourquoi on parle de ça aujourd'hui. Donc la facture électronique, derrière le concept, et avant même de la définir, en termes de volonté de l'administration fiscale de développer la facturation électronique, derrière ça, il y a avant tout une volonté de limitation de la fraude, de l'évaporation fiscale. Le montant de la fraude à la TVA, c'est estimé à peu près à 15 milliards d'euros par an, donc c'est énorme. On n'est pas les premiers à se pencher sur le cas de la facturation électronique, puisque vous voyez, on est là, c'est peut-être un peu petit, mais mise en place 2024. Le tout premier pays qui l'a mis en place, c'est le Mexique. Ça s'est surtout concentré d'abord sur les pays d'Amérique du Sud, où il y avait une volonté de contrôler un petit peu l'économie et tous les flux qui se passent sur le territoire national. Donc, le projet de facturation électronique, initialement, il est né de la loi de finances pour 2020. Il a été repoussé et il a été repris dans la loi de finances 2021, complété encore dans la loi de finances rectificative 2022. Le principe, c'est qu'il va y avoir un format de facture qui va répondre à la définition de facture électronique. Il va y avoir un canal de diffusion de cette facture. On va distinguer, selon le client avec qui on va travailler, ce qu'on appelle la facture électronique, la e-invoice et le e-reporting, qui va s'adresser à une autre population de clients, d'entreprises qui émettent des factures à destination de certains clients. Et les deux dates importantes, ce sont celles-là. 1er juillet 2024, toutes les entreprises, alors tous les assujettis plutôt à la TVA, vont être dans l'obligation d'être capables de recevoir des factures électroniques. Ça, c'est la première date importante, 1er juillet 2024. Alors qu'il n'y a pas d'obligation d'émission pour les petites entreprises, par contre, de réception, c'est sûr, il va falloir y être. Et entre le 1er juillet 2024 et surtout le 1er janvier 2026, toutes les factures émises par des assujettis devront respecter le format de la facture électronique. Okay.
1er juillet 24 et 1er janvier 2026. Donc, qu'est-ce qu'on entend par facture électronique? Alors, ça, c'est la définition qui est retenue dans le BOFIP. En fait, au niveau de la forme, elle devra respecter un des 4 formats qui sont mentionnés ici. La préférence étant aujourd'hui, chez les éditeurs informatiques, la facture, ce qu'on appelle la facture hybride, la facture X. Facture X, c'est quoi? C'est une facture qui, sur le recto, est lisible par l'œil humain, un PDF, pour schématiser. Et en revanche, au verso, il y a un codage XML qui, lui, est lisible par l'ordinateur, par la machine. Donc ce format aura le mérite d'être à la fois lisible par l'acheteur et par son système informatique. Dans une moindre mesure, d'autres formats, EDI qui lui est plutôt orienté machine à machine, PDF signé et PDF simple sous réserve d'avoir une piste d'audit fiable seront aussi admis. Et de toute façon, vous allez voir que dans l'écosystème, il va y avoir ce qu'on appelle des plateformes partenaires qui, elles, vont transformer le fichier reçu, même si c'est un PDF, vont le transformer dans un format lisible par toutes les plateformes. Donc, cette facture électronique, elle a l'obligation de garantir l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité par l'acheteur. Cette facture, donc, qui va respecter le bon format facture X ou un autre, va rentrer dans un canal de diffusion. Ça, c'est une obligation. Donc, elle va partir de chez le vendeur, de l'outil du vendeur. Elle va transiter par ce qu'on va appeler une PDP, pour simplifier, une plateforme privée, ou la PPF, la plateforme publique. Et puis, une fois qu'elle va être dans ce tuyau, elle va être diffusée à 2 destinataires. Le client, forcément, qui lui devra être en mesure de réceptionner cette facture. Et puis, l'administration fiscale. L'administration fiscale sera informée en temps réel, à partir du moment où le vendeur a émis sa facture, de tous les flux qui se présentent sur le territoire français. Okay. Donc il n'y aura plus ce décalage entre le moment où le vendeur émet sa facture, l'envoie au client, il fait sa déclaration de TVA le 20 ou le 24 du mois suivant, et l'administration fiscale a connaissance de ce qui est déclaratif, de ce qui est déclaré par le vendeur, un mois ou 2 après. Et là, ça sera quasi en temps réel. Le calendrier de mise en œuvre, j'en ai déjà parlé. Donc, 1er juillet 2024, tout le monde devra être en mesure de recevoir les factures, et les grandes entreprises seront obligées d'émettre leurs factures au format électronique. C'est pour ça qu'en fait, tout le monde est dans l'obligation de réception, parce que on va dire que la grande majorité des entreprises sont clientes des grands facturiers. Tout le monde a une facture Orange, Engie, enfin en tout cas d'un grand facturier. Et comme eux pousseront les factures électroniques, il faudra être capable de les recevoir. Et ensuite, les ETI 1er janvier 2025 et TPE-PME 1er janvier 2026. Bon, voilà, ça c'est la définition de ce que l'administration fiscale entend par ETI, PME, grande entreprise, en fonction du chiffre d'affaires et des effectifs. Alors, la distinction entre e-facture et e-reporting. La e-facture, elle va concerner toutes les relations en B2B entre un assujetti français et un client assujetti français. Si on est dans ce mode de relation, assujetti français à assujetti français, on est dans le schéma de la facture électronique, de la e-facture. Dans tous les autres cas, si je suis assujetti et que je vends à un non-assujetti, un particulier par exemple, ou une entreprise non-assujettie, ou si je vends à un assujetti mais étranger, je ne serai pas obligé d'émettre une e-facture. Par contre, je produirai de façon régulière à l'administration fiscale ce qu'on appelle le e-reporting. Donc, je pousserai simplement à titre informatif à l'administration fiscale les informations sur à qui j'ai vendu, combien, etc. Okay. Alors, quelque part, c'est logique puisque
moi, client particulier ou entreprise étrangère, je n'ai pas l'obligation enfin, je ne vais pas ni avoir l'obligation, ni être en mesure de recevoir la facture au format électronique, puisque je suis par exemple assujetti suisse ou hollandais ou américain. Mon pays n'a pas mis en place l'obligation de la facture électronique, ou en tout cas n'a pas mis en place le mode de fonctionnement identique au mode de fonctionnement français, qui est spécifique. Donc je ne pourrai pas recevoir. Je vais recevoir encore la facture au format papier, PDF, par mail, peu importe. Mais l'administration fiscale sera informée. Donc là, déjà, on voit qu'il y a une première problématique, enfin, un premier sujet qui naît, c'est si moi, entreprise assujettie, j'ai à la fois des clients particuliers et professionnels, je vais devoir jongler avec les deux modes de facturation. C'est-à-dire que mon outil de facturation devra pouvoir émettre des factures électroniques à destination des clients assujettis et des factures non électroniques, un peu à l'ancienne, si je peux le qualifier comme ça, à destination des particuliers ou des non assujettis. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il n'est pas encore clairement tranché dans les modalités pratiques d'application. Je vais au restaurant. Selon que je commande, que je prends la facture pour mon entreprise ou que je la prends pour moi à titre particulier, le restaurateur n'aura pas la même facture à émettre. Donc c'est un vrai sujet, alors qui est, les spécifications sont encore en cours de développement et de communication aux plateformes, mais en tout, l'administration fiscale a recensé 35 ou 37 exceptions qui sont en cours de traitement. Donc il y a ce cas-là de je vends de l'assujetti, du non-assujetti. Je passe au péage, je prends un ticket de péage. Est-ce que si c'est quelque chose pour ma société, ça doit respecter un certain format? Oui. Comment aujourd'hui ça va être traité? Point d'interrogation. Je fais de l'affacturage, je remets chez un facteur mes créances clients. Comment est-ce que ça va être traité dans le flux de paiement? Enfin voilà, il y a encore plein de sujets qui sont à l'étude, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est une relation B2B en France, ça passe dans le canal facture électronique. Une relation B2C ou B2B étranger, ça sera le e-reporting. C'est clair? Alors, l'écosystème, depuis tout à l'heure, je vous parle de PDP, PPF, les différentes plateformes. Donc, ma facture qui aura le format qui convient va être envoyée à destination d'une plateforme qui aura à charge 4 fonctions. L'idée étant, c'est qu'elle reçoit la facture, elle check la conformité, elle émet un certificat de conformité, elle extrait les données essentielles, elle les envoie à destination de l'administration fiscale et à destination de la plateforme du client. 2 modes de fonctionnement distincts et au choix et ou complémentaires. Aujourd'hui, il y a déjà l'obligation pour les entreprises qui travaillent avec les organismes publics de passer par Chorus Pro. Donc, ce qu'on appelle la PPF, enfin le PPF, le portail public de facturation, qui sera un peu similaire à Chorus, sera une alternative gratuite, mais 100% manuelle. Donc, l'entreprise qui fait le choix de ne pas adhérer à une PDP, mais de passer par la PPF, par le PPF, c'est son choix. Par contre, il faudra aller pousser la facture de façon manuelle à la plateforme. Et puis surtout, il faudra aller chercher de façon spontanée, volontaire, les factures qui seront arrivées sur le portail. Les PDP, donc les plateformes de démat partenaires, donc elles sont privées. Aujourd'hui, il y en a 7, 8. Alors des fois, il y en a qui lèvent la main et puis 2 semaines après, elles disparaissent. En tout cas, on va dire qu'il y a 7, 8 éditeurs qui se sont manifestés et qui entendent répondre au cahier des charges. On retrouve parmi les plus gros, il y a
Agiris, il y a Use, il y a une plateforme qui va être développée par les banques, forcément, comme ça va traiter énormément de flux. Il y a un moment où les banques sont intéressées de capter un maximum de flux. Voilà. Toutes ces plateformes, elles ont un cahier des charges à remplir. Il faudra qu'elles soient certifiées ISO 27001 et elles auront un agrément remis par l'administration fiscale qui leur permettra de faire office de PDP. Contrairement à la PPF, au PPF, les PDP seront payantes. Il y aura un coût pour chaque facture qui entrera ou sortira de la PDP. Donc c'est quelque chose à avoir à l'esprit, que demain, des coûts supplémentaires en termes de traitement de la facturation vont apparaître. Il y aura des services accessoires de développement d'API entre la plateforme et le logiciel comptable, etc. Mais il y aura un coût derrière ça. Alors ça, c'est le schéma un peu barbare, mais c'est le schéma officiel dit en Y de l'écosystème. En fait, on voit qu'une entreprise A, par exemple, qui veut vendre à l'entreprise B, donc, émettra sa facture, l'enverra vers sa plateforme qu'elle aura choisie, sa plateforme privée. La plateforme privée interrogera le PPF pour savoir à qui renvoyer la facture, puisqu'en fait, il y aura un annuaire où chaque option, enfin chaque option prise par les entreprises de se référencer vers tel ou tel portail, il y aura ce catalogue. Donc la plateforme privée de l'entreprise fournisseur A va interroger le portail public, l'annuaire, aura l'information de où envoyer la facture. Elle enverra à la fois à l'administration fiscale et à la fois à la plateforme du client. Charge à la plateforme du client de recontrôler que toutes les conditions sont bien remplies et puis ensuite pousser vers l'entreprise B. En fait, tout le cycle de vie de la facture, à chaque instant, il y aura des communications entre le portail de l'une et le portail de l'autre en disant je reçois une facture, je check, est-ce qu'elle est conforme, est-ce que je peux la pousser, elle remplit tous les critères, oui, elle arrive chez la plateforme du client, il y a à nouveau des contrôles, si toutes les cases sont cochées vertes, ça part vers le client. Le client, lui, aura l'obligation sur la plateforme, ou en tout cas sur son outil qui renverra le message à la plateforme, de dire est-ce que la facture est acceptée ou pas. Je sais pas, on me facture 1000 articles, j'en reçois 800, la facture, je peux la mettre en stand-by ou la refuser. Donc il y aura cette information-là. Et surtout, information importante pour l'administration fiscale, le client devra renseigner, la plateforme du client devra avoir l'information de quand le paiement est déclenché. Et ça, c'est hyper important parce que pour les prestataires de services, autant quand je suis dans du négoce, j'achète, je revends, la TVA, pour l'administration fiscale, la TVA est exigible au moment de la facturation. Donc il n'y a pas de décalage en temps. Par contre, moi, prestataire de services, j'émets mes factures. Tant que je ne suis pas payé, je ne suis pas redevable de la TVA. C'est le paiement qui déclenche l'exigibilité. L'entreprise cliente, là, dans le cas de figure, l'entreprise B, devra aller renseigner la date à laquelle elle émet, alors devra renseigner, c'est de machine à machine, hein, mais la plateforme aura l'information de la date à laquelle la facture est payée. Donc l'administration fiscale aura l'information du moment où la TVA sera exigible par l'entreprise fournisseur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, si je schématise, la déclaration de TVA, elle sera quasiment pré-remplie par l'administration fiscale, puisqu'elle aura à la fois les ventes, les moments des encaissements, donc elle aura toute la partie TVA collectée, et de l'autre côté, elle aura toute la partie récupération de TVA pour les factures qui auront transité par la plateforme. Alors, ce qu'elle n'aura pas, c'est tout ce qui ne passe pas par la plateforme. Aujourd'hui, les notes de frais, je vous parlais tout à l'heure du recours à un factor, comment est-ce que ça va être traité, etc. Mais à terme, à l'horizon
2027-2028, on imagine bien des déclarations de TVA pré-remplies avec toutes les informations détenues par l'administration fiscale. Donc c'est quand même une petite révolution, puisque l'évaporation fiscale sera contenue, dans le sens où 100% de la facturation d'une entreprise sera communiquée à l'administration fiscale. Sans rentrer dans les détails, il y a des cas de figure où ça va être aussi une innovation. L'entreprise a émis sa facture et puis elle est jugée non conforme par la plateforme parce que le format ne correspond pas. Donc ça veut dire qu'il y aura du chiffre d'affaires dans l'entreprise A, dans son outil de facturation. Par contre, l'administration fiscale n'aura pas l'information puisque la facture sera rejetée. Donc il y a des cas dans lesquels les logiciels de facturation devront émettre des avoirs automatiques. D'autres cas de figure où ça ne sera pas le cas. Enfin, voilà, il y a vraiment des sujets qui sont encore en cours de traitement et l'administration fiscale se pose un tas de questions sur comment finaliser pour couvrir l'exhaustivité des flux qui seront concernés. Donc il y a plusieurs sujets à avoir à l'esprit. On a vu que dans le temps, en fait, première échéance, c'est 1er juillet 24, mais avec une obligation pour tous en réception, pas en facturation. Obligation en émission au plus tard le 1er janvier 2026. Mais donc, il y a quand même un certain nombre de sujets à appréhender, déjà en amont, puisqu'on est quand même dans une transformation des outils, des process, qui demande quand même un peu de réflexion. Les questions à se poser, elles sont sur 3 axes en fait. Est-ce qu'en termes d'outils, alors sans parler encore de la plateforme, puisque la plateforme elle n'est pas opérationnelle, elle n'est pas agréée, mais est-ce que mon outil aujourd'hui comptable, de gestion et surtout de facturation sera capable d'émettre une facture au bon format? Certains éditeurs disent déjà, nous, on n'a pas envie, enfin on n'a pas la volonté ou on n'a pas les moyens à consacrer au développement de ces modules. Donc on ne jouera pas le jeu, on ne sera pas capable d'émettre des factures au bon format. Donc c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est est-ce que, autant si j'ai un logiciel comptable, on va dire, répandu sur le marché, un EBP, un Sage, un Cegid, ok, ceux-là seront capables de recevoir les factures et développer les bons connecteurs, les bonnes API. J'ai quelque chose que j'ai développé moi sur une sur une plateforme AS400, SAP ou un ERP un peu plus artisanal et poussé. Est-ce qu'il sera capable de recevoir et de pousser les factures au bon format? Première interrogation. Sur les acteurs, qui doit être impliqué au sein de mon entreprise dans la boucle? Il y a forcément tout ce qui est la DSI, mais pas que, puisqu'il y a un sujet fiscal aussi. Il y a un sujet pour les acheteurs, puisque les acheteurs devront émettre leurs besoins d'achat à travers la plateforme. Donc il faut vraiment faire la photo de quelles sont les personnes au sein de l'entreprise qui seront impactées. Un impact sur les process. Est-ce que si je décide de passer par le PPF, ça veut dire que mon outil sera capable d'émettre les factures au bon format? Est-ce que ça ne m'intéresse pas d'avoir l'outil qui émet la facture? Je préfère que ce soit la plateforme qui le gère. Il y a des coûts d'un côté et de l'autre. Voilà, faire le rapport coût et fonction opérante. Enfin, quelle est la solution la plus efficace? Comment mesurer sa maturité aujourd'hui? Déjà faire une espèce de cartographie des flux entrants et sortants au sein de l'entreprise. De dire que je suis client Orange, Engie, bon, je pense que là-dessus,
il n'y a pas vraiment de sujet, donc tout le monde est concerné. Par contre, est-ce que je vais facturer du particulier ou de l'assujetti? Voilà, avoir la cartographie un peu des différents cas de figure qui peuvent exister. Sensibiliser les interlocuteurs en interne, c'est ce qu'on a cité là, faire un peu le tour de qui peut être concerné. L'environnement présent, voilà, aujourd'hui je suis sur tel outil de facturation, tel outil de gestion. Est-ce que demain j'avais pour projet de changer d'outil à l'horizon 2 ans, 5 ans? Est-ce que j'attends? Est-ce que je l'anticipe? Est-ce que l'outil que j'avais identifié comme étant le bon est toujours le bon compte tenu de ce changement radical? Et définir une stratégie de mise en place, ça c'est assez basique dans la conduite du changement, de dire j'ai un horizon 1er juillet 2024, je fais mon rétro-planning et comment est-ce que je me mets en ordre de marche pour être au rendez-vous au bon moment. C'est un peu... après c'est fini. C'est un peu... c'est à la fois intéressant comme sujet parce que c'est un changement radical et c'est à la fois aujourd'hui à date un peu frustrant puisqu'on ne peut pas se dire moi mon chemin est clair et c'est là que je vais aller avec tel opérateur, tel logiciel, telle solution informatique. Ce qui est évident, c'est que c'est un sujet qui va arriver très vite, qui va demander de la réflexion sur la mise en place. En fait, en fonction de la taille de l'entreprise, si je suis une TPE ou une PME qui délègue beaucoup à mon cabinet comptable, je gère ma facturation, mais après tous les flux sont gérés par le cabinet comptable. On va dire que, à part dans mon mode de fonctionnement, je ne vais pas être impacté au niveau vraiment de gestion des flux. En revanche, si j'ai mon ERP, j'ai mon système, mon équipe comptable en place, là, je vais vraiment avoir à me poser des questions sur qui, quoi et comment être au rendez-vous 1er juillet 24 ou janvier 25 ou 26 pour les factures en émission. C'est un sujet un peu technique. Déjà, on dit que c'est un sujet fiscal, donc c'est pas très, ça peut faire peur, c'est pas très stimulant. Mais en fait, on voit qu'il n'est pas que fiscal. Enfin, l'origine est fiscale, mais par contre, les conséquences sont pour être en conformité fiscale, mais impactent tous les acteurs de l'entreprise. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Moi, j'en avais une. Tout à l'heure, tu disais que si l'outil comptable ne permet pas de faire de la facturation électronique, Oui. Alors, j'ai peut-être mal compris, mais les plateformes, les PDP pouvaient... Alors en fait, oui, ça c'est un sujet, c'est que aujourd'hui, si tu as un logiciel comptable qui permet de faire ta facturation directement dans l'outil, à partir du moment où le signal de la facture qui sort est conforme et au bon format, facture X, etc., il n'y a pas de sujet, ça partira vers la plateforme privée. Voilà. Si ton outil comptable ne te permet pas de faire la facturation en natif dans l'outil, il va falloir soit acheter un logiciel de facturation qui sera conforme et qui répondra à l'obligation, soit l'alternative, c'est de faire les factures directement depuis la plateforme. Les plateformes permettent de faire de la facturation. Les plateformes permettront de faire la facturation chez eux. Alors, avec la limite de l'exercice, c'est que je parlais de rapport coût-efficacité, c'est que tu gères ta facture sur la plateforme, il y aura un coût de traitement de la facture, ça il y sera, mais aussi un coût de mise à disposition de l'outil de facturation. Il faudra être capable, a priori il n'y a pas trop de sujets dessus, mais être capable de charger à la fois ton catalogue article et ton référentiel client, enfin ta base de données client.
Ça, logiquement, ça sera gérable aussi. Mais voilà, solution idéale, c'est mon outil comptable permet d'émettre les factures, j'ai pas de sujet. Si ce n'est pas le cas, est-ce que je m'oriente sur un module complémentaire ou est-ce que je m'oriente directement pour la solution en facturation dans la plateforme? Voilà. Et pour l'instant, en fait, on est à avoir Son propre outil, en fait, d'avoir son propre outil, ça évite un coût additionnel. Le coût de traitement, quoi qu'il arrive, il y sera. Le coût de traitement de la facture qui rentre dans la plateforme, elle va te facturer le fait de recevoir la facture et de la pousser sur l'autre plateforme. Mais, la PPF, le PPF, ouais. Mais le PPF, ça veut dire qu'il faudra que toi, tu ailles de façon manuelle pousser ton fichier de facturation sur le PPF, alors que si c'est quelque chose avec une plateforme privée, il y aura le connecteur qui ira taper à la porte de l'outil de facturation toutes les demi-heures, 3 fois par jour, ou en fonction du rythme souhaité. en fonction du volume de facture, ça peut être pénalisant de pas. Absolument. C'est pour ça que je dis que ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise et des volumes gérés. Tu as ta société ta société qui détient les murs, qui te fait une facture de loyer par mois avec TVA ou par trimestre. Est-ce que pour 4 ou même 12 factures dans l'année, ça vaut le coup d'acheter un logiciel, une licence pour un logiciel, ou est-ce que simplement le traitement sur la plateforme, peut-être le rapport coût-efficacité ne sera pas le même? Après, il y a des gènes qui permettent de pallier à ça. Tu balances tes factures dans ta gène et ta gène Oui. transforme ta facture Oui. en facture X. Oui. Alors, en fait, les plateformes, dans les 4 schémas de format, là, les plateformes ont l'obligation, ils ne communiquent pas trop dessus, mais c'est quand même écrit dans les textes, ont l'obligation, jusqu'au 1er janvier 2027, de transformer les factures PDF qui arrivent à l'entrée des plateformes. Donc, si on veut un peu le regarder dans l'autre sens, c'est que jusqu'au 1er janvier 2027, si tu pousses une facture PDF sur une plateforme privée, elle aura l'obligation de la transformer en facture X. Mais la finalité, c'est pas celle-là, c'est d'être capable d'émettre la facture directement au bon format. Je parlais des 7 ou 8 portails qui se sont, éditeurs qui se sont manifestés. On va dire que ça va être pour le grand public. Il y aura toujours les cas particuliers où je traite avec un partenaire qui est orienté défense. Je ne suis pas sûr que les informations poussées sur une plateforme même privée pourront être comme ça lâchées dans la nature. Donc certainement que mon client qui est défense voudra que ça transite par une plateforme particulière. Je traite avec tout ce qui est GMS, grande et moyenne surface. Eux ont déjà leur portail de communication pour gérer leur catalogue et leur base de données. Donc il y aura des plateformes spécifiques. Aujourd'hui, quand on regarde le calendrier, si je remonte en arrière, quand on regarde le calendrier et qu'on s'interroge sur la taille des entreprises, on est au niveau du sirène. Donc vraiment à chaque personne morale son calendrier. Je suis dans un groupe de sociétés où j'ai la holding qui est qualifiée de PME parce qu'elle ne dépasse pas les seuils, et j'ai en dessous des grosses machines qui sont ETI ou grandes entreprises. Je pourrais avoir des calendriers de mise en œuvre différents. Okay. On raisonne vraiment au niveau de l'entreprise. Et le choix de la plateforme, elle se fait par SIRET. Donc si moi j'ai 4 établissements, je peux très bien imaginer avoir 4 portails différents. Alors ce qui peut complexifier la chose, ou pas, hein, selon où je vois mon intérêt. Mais je ne suis pas obligé d'avoir une seule plateforme, une seule et unique plateforme.
Le choix des plateformes, donc les plateformes devront avoir l'agrément courant 2023 pour que chaque entreprise puisse, à partir du 1er janvier 2024, faire le choix et adhérer à la plateforme de son choix. Par défaut, s'il n'y a pas de choix qui est émis, ça sera le PPF. Voilà. Après ça dépend vraiment de la stratégie, la taille et le rapport coût-efficacité, de savoir où on veut aller. Des questions ouvertes, il y en a encore plein. Hein. Il y en a encore plein. Est-ce que mon outil comptable sera capable de parler avec la plateforme? La plupart disent oui, on développe les bons connecteurs et on sera capable de le faire. D'autres logiciels un peu plus exotiques ou pas forcément très implantés sur le territoire français nous disent bah non, nous, clairement, aujourd'hui, on n'a pas la volonté de partir là-dessus. Mais là, tu dis qu'on n'a pas le choix de cette plateforme, c'est Siret qui détermine. Non, tu as le choix de la plateforme. En fait, tu as le choix de la plateforme et tu peux choisir plusieurs plateformes. C'est ça que je dis en fait. C'est ton choix, c'est à minima une plateforme par Siret. Donc si tu as 15 établissements, tu pourras choisir 15 plateformes différentes. Ou la même, ou ne pas choisir de plateforme privée et d'aller sur le PPF. Dans le cas, parce que j'entendais parler d'une holding voilà, qui serait. Mm. En fait, est-ce qu'il n'y a pas plutôt un intérêt à faire toute la transition au même moment, ou est-ce qu'on est obligé de respecter le calendrier? Alors clairement, le calendrier, lui, définit l'obligation pour être en conformité. Maintenant, dans la réflexion stratégique, si je considère un groupe de sociétés, évidemment, ça fait plus de sens de se dire, ben, on va prendre en compte l'obligation la plus tôt dans le temps pour se mettre en conformité, et que si j'ai mes filiales qui sont obligées d'émettre au 1er janvier 2025, ben, je vais prendre en considération tout mon groupe pour être au rendez-vous à la même date. Ça ne présente pas trop d'intérêt de dire bah, on le décale, sauf particularité vraiment dans le déploiement du process et de dire bah, j'ai une filiale qui, elle, doit passer au 1er janvier 2025, j'en ai une autre qui doit passer au 1er janvier 2026, mais celle du 1er janvier 2026, elle a beaucoup plus de complexité dans les clients, quels clients je facture, des modes mixtes, donc il y a plus de réflexion. Donc ça peut dire, bah non, je ne retiens pas la première date, je cadence vraiment en fonction des obligations de chacune. Idéalement, voilà, sous réserve de problématiques comme ça un peu spécifiques, idéalement tout le groupe passe à la même date. « 1er juillet 2024, ouais, c'est dans 18 mois. 18 mois, si j'ai pas trop de sujets, bah, c'est confortable. Si j'ai vraiment une réflexion stratégique à prendre en place à mettre en place sur le déploiement de la solution et la finalisation de mes process, ça peut arriver très très vite. Vous êtes comment, vous, à titre, si on fait un petit tour de table, à titre personnel dans votre entreprise par rapport à ce sujet, à votre niveau de connaissance, de maturité? Est-ce que ça va être facile? Est-ce qu'il y aura des vraies questions à se poser? Alors déjà, moi, je découvre le changement d'environnement, je n'étais pas au courant. Ok. Le changement de normes aussi, Ouais. c'est intéressant, merci pour ça. Nous, aujourd'hui, nos factures sont basées sur des PDF. Ok. Établis de façon semi-automatique. Ouais. Donc je pense que l'écart n'est pas énorme entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on devrait faire. Alors maintenant, le diable est dans les détails, hein, on verra bien. Mais ça ne me semble pas être un grand écart.
Les clients finaux sont tous des assujettis, ok. C'est un mix entre. Ok. Donc à regarder, mais ça ne me semble pas insurmontable. C'est-à-dire que la première échéance, c'est 1er juillet 24, comment je les reçois, et puis après, en fonction de la taille, comment est-ce que je suis capable de modifier mon process pour faire en sorte que cette facture PDF qui sort du logiciel de facturation, qui j'imagine est poussée aujourd'hui par mail, ou transite par la plateforme. Alors nous, on a un logiciel de facturation qui est maison. Ok. Mais qui marche, qui remplit sa fonction aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il faudra faire une adaptation. Ouais. Et il parle aujourd'hui, le logiciel de facturation, il parle à l'outil comptable? Oui. Ok. Après, on tourne sur le CJ, Ok. au niveau comptable, Ouais. pas sur un module facturation. Ouais. Peut-être que ça, ce que vous dites, c'est que c'est supposé faire, enfin, les outils de cette classe-là, les CJ et les autres, Ouais. sont forcément compatibles avec ces nouvelles normes. Oui, alors CJ, ça dépend l'outil, mais pourra émettre des factures au bon format, pourra les pousser au portail. CJ, pendant quelques temps, on se posait la question, et même eux, c'était pas clairement positionné, savoir si eux joueraient le rôle de PDP. À la fois logiciel comptable et solutions de facturation et PDP. Clairement, ils ont annoncé que ça ne serait pas le cas. Ils vont développer, je ne sais plus comment ils appellent ça, un concentrateur, ou en tout cas, ils mettront effectivement en place les outils pour pouvoir parler aux différentes plateformes. L'outil de facturation maison, voilà, faudra qu'il soit capable de générer le bon format, ou en tout cas de communiquer à une plateforme ou à un autre outil. Peut-être c'est un autre outil qui devra le transformer pour le rendre compatible en fait. Au 1er juillet 24, c'est la réception du document. 1er juillet 24, c'est réception pour tout le monde. Là, c'est plutôt l'outil comptable qui doit être capable de l'intégrer pour générer Ouais. le comptable en automatique. Oui. Ah non, là, c'est... Pour aller en fait taper à la porte du portail, pour récupérer l'information et la pousser dans l'outil. Ouais. L'outil comptable ou autre, on n'est pas forcément obligé de passer par un outil comptable. En réception, en réception, tu vas avoir l'outil comptable, ou tu vas avoir ton logiciel d'achat type Use, mais il faudra bien que le message arrive et que l'acheteur. Si je passe par une GED, par exemple, la GED, elle a un connecteur, elle va me récupérer elle a un collecteur, elle va me récupérer toutes les factures. Ouais. Elle passe dans mon circuit de validation, et après, de ma GED, elle réinjecte directement dans mon outil comptable. Si ton outil de GED est capable, avec le bon connecteur, d'aller chercher sur la plateforme. Moi, Ouais. j'en vends une outil comptable. Bon, voilà. Donc ça peut vous intéresser. Non, mais honnêtement, parce qu'elle ne servira pas qu'à ça, mais pour ça, pour récupérer la facturation fournisseur, Ouais. ça peut être un palliatif à acheter un nouvel outil comptable qui ne serait pas, Oui. qui sera pas le même coût, et en plus, ça permettra de faire d'autres choses avec. Ouais. Encore une fois, tout le cycle de vie de la facture, à partir du moment où elle est émise, la réception, la validation, le paiement, etc., tout doit transiter entre l'acheteur, entre le vendeur et l'acheteur, et doit transiter dans les différents portails. Donc, si les outils sont capables d'aller taper aux bonnes portes et de récupérer et pousser la bonne information, effectivement, il n'y a pas de sujet. Là, si par exemple c'est mon outil comptable qui vient récupérer ces factures fournisseurs, elles sont directement en comptabilité. Il n'y a plus de circuit de validation. Non. Alors que si c'est une GED qui vient les récupérer, on les rentre dans un circuit de validation, parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui ont besoin de faire valider les factures fournisseurs Oui. par donc c'est possible. Il n'y a pas une obligation que ce soit, c'était ça ma question, que ce soit un outil comptable. Non. Peu importe, il faut juste aller les récupérer. Oui.
Mais ce que tu dis, c'est très juste. C'est-à-dire que le circuit alors, l'expression du besoin, à la limite, ça passe dans un outil ou pas, mais en tout cas, le circuit d'approbation de la facture, le bon vieux bon à payer manuscrit sur la facture, bah, lui, il a vocation à disparaître, puisque en fait, il sera géré directement dans un des outils du. D'où l'intérêt de pousser des GED dans les entreprises, puisque justement ça permet d'avoir ce fameux bon à payer Mm. de manière électronique. En plus c'est prouvé, enfin voilà, il y a une preuve avec des tampons, Ouais. voilà. Et en plus les GED permettent de faire les factures X, puisque enfin moi en tout cas celle que je vends, elle permet de faire ça en format XML. Donc merci pour ça, parce que là, c'est une manne pour moi. Non, mais encore une fois, hein, il y a tellement d'acteurs qui sont concernés au niveau SI, au niveau. J'ai un service achat et aujourd'hui il a des procédures. Bah, toutes les procédures d'aujourd'hui, elles seront peut-être à modifier demain pour entrer dans le moule et répondre aux obligations. Donc, des sujets, selon la taille de l'entreprise et la complexité des process mis en place, ça peut être énorme. Et c'est pour ça que 1er juillet 2024, finalement, ça arrive très très vite. Alors 1er juillet 2024, encore une fois, c'est obligation pour tout le monde de recevoir, mais c'est obligation pour ceux qui sont qualifiés de grandes entreprises d'émettre aussi. Hein. Donc c'est en gros celles qui font plus de 1 milliard, 1,5 milliard et 5 000 personnes. Il n'y en a pas, peut-être pas dans la salle, mais c'est un vrai sujet. J'ai une petite question. Comment on intègre les associations, par exemple entreprises adaptées là-dedans? En fait, elles sont on les voit jamais dans le processus, on les aime toujours en TPE, PME. Elles sont concernées comment? Parce qu'elles sont aussi dans les flux de facturation. Bah, en fait, elles sont dans les flux de facturation. Voilà, le sujet initial, c'est ça concerne vraiment les relations B2B, dans le sens assujetti à assujetti. Donc si ton association n'est pas assujettie, il n'y a pas de sujet, là-dessus, parce qu'elle ne devra pas émettre des factures au format facture X, enfin facture électronique, pour être plus généraliste, et elle n'aura pas l'obligation de recevoir, puisqu'elle ne sera pas assujettie non plus. Et par exemple, tout ce qui est entreprise adaptée, par exemple, elles sont concernées aussi. Ben, en fait, ce qui détermine le fait de dire je suis concerné ou pas, c'est ma position par rapport au regard de l'administration fiscale. Est-ce que oui ou non je suis assujetti? Il y a des cas aujourd'hui qui sont très ambigus. Les médecins, par exemple, tous les professionnels de santé, eux, ils émettent leur facture d'honoraires ou leurs prestations sans TVA. Pour autant, vraiment au sens fiscal, ils ne sont pas non assujettis. Ils sont assujettis mais non redevables. Par contre, dans le système-là, on les considère comme pas concernés. Donc c'est le cas pour les associations, certaines associations. C'est le cas pour tout ce qui est exonéré de par les textes. Et puis après, il y a les cas mixtes. Voilà, on parle d'opérations immobilières. Je suis marchand de biens, je réalise une opération de marchand de biens. L'opération est dans le champ ou pas dans le champ, selon plus de 5 ans, moins de 5 ans, etc. Donc, Que les marchands de biens, c'est-à-dire opération immobilière, une agence immobilière qui vend un bien, c'est pas un marchand de biens, c'est un. Non, mais en fait, quand elle vend son bien, son interaction dans le process, c'est elle facture une commission. À ce titre, elle est assujettie, puisque sa commission, elle la facture avec TVA. Donc, elle sera dans le process. Alors, si le client à qui elle envoie sa facture est un assujetti, il faudra que ce soit une e-facture. Si le client, au final, c'est un particulier, ça sera du e-reporting. L'administration fiscale aura, quoi qu'il arrive, l'information de la transaction. Non, mais par contre, certaines opérations immobilières ne seront pas concernées. J'ai ma SCI
qui facturent des loyers non soumis à TVA, ça ne sera pas dans le champ d'application. En revanche, je loue des locaux nus ou des bureaux où j'ai opté pour la TVA, je serai concerné. Toi, Sylvestre, du coup... A priori, ça doit marcher parce que c'est très grave. Ouais. Donc l'éditeur EBP, lui, va se met en conformité avec cette législation. Ça commence déjà, c'est déjà le cas avec Chorus, Ouais. qui est obligatoire depuis 2 ans au moins. Et voilà, attend les directives pour faire évoluer sa gamme de logiciels conformément à ces nouvelles législations. Chorus, le comparatif avec Chorus, en fait, la mise en place de Chorus, c'était peut-être il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, 100% des flux avec les établissements publics ne passent pas par Chorus. Il y a toujours la facture poussée en PDF à l'acheteur. On la dépose sur Chorus. Enfin, moi, beaucoup avec les organismes publics. Et c'est vrai qu'on déposait beaucoup de factures sur Chorus, mais c'est une facture classique PDF. Bien sûr, Ouais. en ce sens, on peut, bien sûr, mais c'est une double saisie d'une certaine manière. Oui. On fait une facture dans son logiciel pour ressaisir quelque chose sur le portail. Là, le lien est automatique. C'est ça. Et Chorus renvoie l'information au logiciel qui dit j'ai bien reçu la facture. Et il renvoie aussi une fois que c'est payé ou pas? Alors là, il n'y a pas de notion de paiement. Il n'y a pas de notion de paiement. Il n'y a pas d'obligation sur cette question, c'est que la facturation. Ouais. Là, il n'y aura pas d'obligation non plus de paiement, À sauf terme aussi. Si, si, hein. si, oui. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pour suivre le cycle de vie de la facture. Donc, Les factures impayées, elles vont rester en souffrance dans les plateformes. oui. Enfin, dans les plateformes. En tout cas, elles seront dans la compta du vendeur, mais oui, elles auront toujours le statut dans la plateforme de facture non payée. Les factures non payées, du coup, ça n'ira pas dans le flux de l'administration fiscale. L'administration... Service, par exemple, tant qu'il n'aura pas déclaré que sa facture est payée, Ouais. ça n'ira pas faire de déclaration TVA. Non. Mais par contre, l'administration fiscale aura connaissance de la facture de vente. Oui. Voilà. Parce que toutes les entreprises ont des factures à payer, malheureusement, et de plus en plus. Oui. Toi, tu es... En ma création, en fait, je prévois. Oui, alors, du coup, c'est vraiment l'opportunité là, si c'est en phase de démarrage, de se dire, en fait, je voulais prendre tel outil de gestion, peut-être que... Ouais, ça solutionne tout. Non, mais effectivement, de toute façon, il faut toujours savoir un petit peu ce qu'il en est pour pouvoir. Ouais. Il y avait sur parce qu'il y a le pan comptable et puis il y a le pan, on va dire, gestion, facturation. Ça aussi, ça veut dire que c'est la fin de la bonne vieille facture sur Excel ou Word, parce que quand on parle aux éditeurs, ils nous disent, nous, notre plus grand concurrent, aujourd'hui, le plus gros outil, l'outil qui émet le plus de factures, c'est Microsoft Office, hein, c'est Excel et Word. Alors, aujourd'hui déjà, c'est pas conforme fiscalement puisqu'on est censé avoir un outil où les factures sont, le numéro s'incrémente, il n'y a pas de rompu, on ne peut pas revenir dessus, on ne peut pas les modifier, etc. Donc déjà, c'était pas forcément conforme aux textes fiscaux. Mais demain, avec ça, il n'y a plus de factures faites comme ça sur Excel ou Word. Sauf dans le cas où on travaille avec du B2C. Non, parce que même si tu travailles sur du B2C, tu seras obligé de pousser l'information en e-reporting sur le portail. Hélas, pas tout à fait encore pour Word et Excel, parce qu'après tout, on peut en faire un PDF. Tu convertis en PDF, oui. Pas encore la fin pour nous des factures. Ouais, je pense que ça va quand même avoir un impact considérable dessus, oui. Parce que, après, tu auras toujours Au moins jusqu'en 2025, tu disais, je crois, ou
L'obligation, ouais, pour les portails de transformer. Voilà. Oui. Après, ce sera plus Après, c'est reculer pour mieux sauter, hein, mais ouais. Ouais. Si tu le prends déjà. C'est tout ce que j'aime dire. Ou d'un bon expert comptable. Mais les deux, Les deux. Voilà. c'est bon. Et donc là, le dernier texte, puisque initialement c'était loi de finances 2020, le dernier texte qui est consacré à la facture électronique, ça date du 7 ou du 10 octobre. Et puis il y en aura encore pour la 30 ou quarantaine de cas particuliers qui ne sont pas encore validés, enfin dont le traitement n'est pas encore validé par l'administration fiscale. Mais c'est l'exception qui confirme la règle, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se focaliser sur 80% des flux et puis il restera les 20% restants en bout de course. Voilà, il y a de quoi faire pour les entreprises, pour les prestataires, pour les revendeurs, pour tout le monde en fait. La difficulté pour nous, entre guillemets, pour l'éditeur, pour toi, pour l'AGEC, c'est le développement du connecteur entre, selon les différentes plateformes. Oui. Selon les différentes plateformes. Ouais. À partir du moment où... Tant que tu peux l'envoyer en PDF et la recevoir en PDF jusqu'en 2027, c'est bon. Après, il y a un moment, il va falloir la transformer. Ouais. Mm. Moi, je sais que Zildoc a déjà un connecteur avec Chorus, elle a déjà plein de connecteurs aussi avec les logiciels comptables, enfin des passerelles avec l'ensemble des logiciels comptables. Je ne pense pas que ça posera de problème puisque c'est vraiment le cheval de bataille, puisque c'est le but voilà. Tant que c'est du PDF, ça ne pose pas de problème et en effet, tu la transformes dans un outil de comptable, mais quand c'est en XML, Moi, ma GED, elle transforme le PDF en XML. Donc, ça ne posera pas de problème. il n'y a plus que la communication avec le. Voilà, c'est la communication. Avec le portail. Les Ouais. gros acteurs ont tout intérêt à mettre des connecteurs en place. Sinon, c'est la fin de nos. Il y en a d'autres qui vont. Tu sais comment ça marche, hein. Il y en a qui vont voir des opportunités, qui vont se jeter dessus. Et, donc, les historiques qui ont plutôt intérêt à aller dessus. Hein. Oui, oui. En fait, aujourd'hui, le connecteur, il est difficile à finaliser puisque tes plateformes derrière ne sont pas encore homologuées, enfin, elles ne sont pas encore 100%. Au fur et à mesure. Oui, 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 ça va se faire. De toute façon, tout l'enjeu pour les éditeurs se trouve bien là, quoi. C'est-à-dire que si demain tel ou tel éditeur n'est pas capable d'émettre, d'aller taper à la bonne porte, ça perd du sens, quoi. Absolument. L'intérêt est pas du tout fait. Je suis surprise quand tu as dit qu'il y avait certains éditeurs qui disaient qu'il n'y a pas vers la facture électronique. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Nous, on a le cas de figure, par exemple, d'un éditeur qui initialement est plutôt, on va dire, dans les pays scandinaves, qui depuis quelques années a voulu attaquer le marché français. Nous, on avait fait un partenariat avec eux. Finalement, la mayonnaise n'a pas trop pris, ils n'ont pas gagné trop de parts de marché, et puis par rapport à des grands acteurs de logiciels comptables, ils n'ont pas eu les retombées attendues. Donc ils ont dit, nous on se désintéresse du marché français parce que trop complexe, trop de moyens à mobiliser pour être conforme, et derrière les débouchés ne sont pas au rendez-vous. Donc, Oui, on peut entendre. ouais. Mais c'est pas un éditeur historique Non. logiciel comptable français. Non, mais alors il sera pas, on va dire, il sera pas au rendez-vous sur la partie facturation, puisque c'est un logiciel comptable qui permet la facturation directement dans l'outil. Par contre, si ils sont capables d'aller récupérer avec les API, puisqu'il est assez ouvert cet outil, donc d'aller récupérer la facturation en 30, ça il pourra continuer à exister. Mais du coup, avec des parts de marché qui. Ils ne font pas tous de la facturation. C'est ça. Du logiciel comptable. Ils la font pas forcément en natif dans la partie comptable. Après, ils sont nombreux à développer des modules additionnels qui permettent de pousser la facture et de faire le lien en automatique avec la partie comptable.
Bon, voilà, si vous avez des sujets dans les jours, semaines, mois qui arrivent, Marie-Josée, au moins, on sera capable de vous aider et en tout cas d'essayer de répondre à vos questions sur ce sujet.